C'est une femme corpulente, ce qui montre à quel point elle est importante. C'est également un critère de beauté chez les Méroïtes. Elle est bien nourrie, elle porte de nombreux bracelets sur les bras, des bagues aux doigts. Elle devait être couverte d'or. Elle avait beaucoup de chance de posséder autant de bijoux. La cache royale d'Amanichaket a été exhumée en 1834. C'est en effet à cette époque qu'un explorateur italien du nom de Giuseppe Ferlini se rend au Soudan, impatient selon ses dires d'apporter une contribution utile à l'histoire. En réalité, c'est un chercheur d'or. Ferlini envisage avant tout de faire fortune en revendant des antiquités africaines en Europe. Sa cupidité le mène jusqu'au site des pyramides de Méroé. Dans son journal, Ferlini écrit avoir ordonné à ses ouvriers de démanteler la tombe d'Amanichaket, une des sépultures les mieux préservées du cimetière, haute d'une trentaine de mètres. Tandis que ces hommes travaillent sous la chaleur accablante du désert, Ferlini se prélasse à l'ombre. Mais lorsqu'un de ses fidèles serviteurs l'appelle du sommet de la pyramide, c'est d'exaltation. L'aventurier écrit « J'ai accouru, le cœur rempli par l'espoir d'une délicieuse aventure. » Ferlini écrit que ces hommes ont découvert une chambre cachée par les pierres au sommet de l'édifice. Ils en ont retiré une coupe en bronze remplie d'objets emballés dans de la toile de lin. Ferlini met enfin la main sur l'or tant désiré. Dans son journal, il note « À la tombée de la nuit, j'ai rapporté les objets découverts sous ma tente. Et une fois tous les ouvriers endormis, j'ai sorti les pièces précieuses pour les étudier, le cœur rempli d'allégresse. » J'ai admiré l'or, et en contemplant le nombre d'objets, j'ai réalisé que ce trésor était plus important que l'ensemble des pièces disséminées à travers les musées d'Europe. Ferlini a découvert un formidable trésor essentiellement composé de bijoux. Aujourd'hui, la plupart sont exposés au musée égyptien de Munich. Des bracelets en or, recouverts de bandes décoratives de verre fondu. Des pendentifs ornementaux, aux motifs représentant des divinités. Et des dizaines de bagues en or massif, dont certaines sont gravées à l'effigie d'Amon. C'est un des trésors les plus prestigieux jamais découverts en Nubie. Il nous donne un bon aperçu de ce que les reines et les rois devaient porter à l'époque. Si le voyage de Ferlini a permis de découvrir de telles richesses, ce ne fut pas à moindre coût. La quête d'or impitoyable de l'explorateur a détruit entièrement la pyramide d'Amanichaket. Au 8e siècle avant Jésus-Christ, l'Égypte a perdu sa puissance et son emprise sur la montagne sacrée. Les Nubiens ont pris le contrôle de Djebel Barkal, se proclamant les enfants légitimes d'Amon. Ils deviennent si puissants qu'ils conquièrent l'Égypte, leur rival du Nord, et fondent une dynastie de pharaons nubiens. Tout le monde est persuadé que les Égyptiens étaient les maîtres de la vallée du Nil. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Pendant plus d'un siècle, les Nubiens ont été les maîtres de l'Afrique. Le roi Taharko a été le membre le plus éminent de la puissante lignée de pharaons nubiens, venus régner sur la terre des pyramides. Leur royaume inclut alors toutes les richesses et les splendeurs qui définissaient autrefois la civilisation égyptienne. Pendant près d'un siècle, les Nubiens vont contrôler un territoire qui s'étendrait aujourd'hui de Khartoum jusqu'à la Palestine. À l'époque, il s'agissait peut-être du plus grand pays au monde. C'était un véritable empire. Les Nubiens finissent par perdre le contrôle de l'Égypte à la suite d'une invasion des Assyriens. Mais cela ne met pas fin à leur royaume, ni à leur loyauté envers le dieu Amon. Ils se regroupent au sud et prospèrent encore un millier d'années, bâtissant des temples dédiés aux dieux des dieux à travers tout le royaume. La mission de Salah consiste à restaurer l'héritage de ses ancêtres. À présent, je consacre une partie de ma vie à faire des fouilles. Il faut que je creuse et que je découvre quelque chose de l'histoire du Soudan. Le nom royal est Marie Kalra. C'est un des noms de la reine Amantor.
Le temple n'est plus anonyme. Désormais, on peut lui attribuer un âge et un souverain. Amanitor est une autre puissante reine nubienne qui a régné au 1er siècle après Jésus-Christ. Nous savons à quoi ressemblait cette reine. Voici sa couronne. Et sur le devant de celle-ci, il y a un double uréus, c'est-à-dire 2 serpents avec un petit disque solaire au-dessus de chacune des têtes. Voici son nez, que l'on aperçoit de profil. On distingue son oreille parée d'une boucle de ce côté. Ici, elle présente une grosse joue rebondie. Sa corpulence est synonyme de beauté et de fertilité. Elle est bien nourrie et elle peut avoir beaucoup d'enfants. La reine Amanitor et son corégent, le roi Natakamani, ont régné sur la Nubie à l'époque du Christ. Ce couple puissant a honoré les dieux en faisant bâtir plus de temples que n'importe quel autre souverain nubien. Le complexe du site de Naga, à 200 km au sud, est un impressionnant témoignage de leur dévotion. Une avenue bordée de statues de béliers mène jusqu'au temple en hommage à Amon et donne une idée de ce que le sable de Dangei pourrait encore cacher. Comme tous les souverains nubiens, le roi Natakamani et la reine Amanitor ont d'abord été sacrés à Djebel Barkal. De là, ils ont probablement visité la plupart des temples les plus importants de leur royaume, comme celui de Dangei, pour enfin être couronnés en grande pompe dans le temple d'Amon. Amanitor et Natakamani ont accédé au temple de Dangei en naviguant sur le Nil. Ils se sont dirigés ensuite vers le sanctuaire principal. Le complexe du temple d'Amon devait apparaître comme un mirage à l'horizon. L'accès au temple devait être barré par 2 gigantesques portes, préservant ainsi les secrets de ce bâtiment. Conduits par les grands prêtres, la reine Amanitor et le roi Natakamani pénètrent dans le lieu sacré, suivis de leurs courtisans, et se dirigent vers le sanctuaire intérieur. Les lieux devaient être imprégnés d'une fumée aux effluves d'encens, où le couple royal se livrait sans doute à des offrandes dédiées au dieu Amon. Les prêtres d'Amon, s'exprimant en son nom, devaient prononcer le nom du roi qui allait succéder au trône. Ensuite, le couronnement avait lieu. Officiellement, le roi était couronné par Amon. On peut présumer que le dieu était représenté par le grand prêtre. Tout semble indiquer qu'une invasion a eu lieu. Impitoyables et déterminés, des forces puissantes ont ravagé Dangei et pillé le temple sacré. Les envahisseurs ont mis le sanctuaire à sac, annihilé les références aux souverains nubiens et détruit les symboles de leurs dieux. Ils ont saccagé tout ce qui avait de la valeur. Puis, dans un dernier élan, ils ont incendié le temple. Étaient-ils venus renverser le régime nubien? À la fin de leur règne, les Méroïtes avaient de redoutables ennemis. Des nomades attaquant depuis le désert et un royaume rival en lieu et place de l'Éthiopie de nos jours. Le déclin du royaume nubien au IIIe siècle après Jésus-Christ a peut-être provoqué l'attaque de Dangei. Une chose est certaine, la cité antique ne s'est jamais relevée de l'assaut. Après la destruction du temple, la population de Dangei a abandonné les lieux.